Avant de vous dire ce qui risque de vous faire plaisir et donc vous apporter un peu de joie, permettez-moi de vous rappeler 3 choses. Tout d'abord, nous avons tous 2 bras et 2 jambes. De la même manière, notre âme est constituée de 3 parties, un cocher dirigeant 2 chevaux, un cheval intelligent et un cheval bête. Chez la femme, c'est une cavalière et 2 juments. C pour la cavalière, une jument intelligente JI et une jument bête JB. Vous avez peut-être reconnu dans cette image les 3 parties du psychisme, le conscient pour C, le préconscient pour JI et l'inconscient pour JB. Deuxièmement, nous avons tous aussi, au fond de notre cœur, un petit garçon, une petite fille, dont on a le souvenir qu'il vaut moins que ce qu'on aurait voulu qu'il vaille. Ce petit enfant, c'est JI, la jument intelligente, le cheval intelligent. Enfin, la dernière information que vous ne connaissez peut-être pas mais qui est très importante est que parfois JI est d'une dureté inexorable envers JB selon Freud, et ce, même si l'éducation a été douce et bienveillante, toujours selon Freud. Tous les problèmes viennent de là, parce que JI et JB étant inconscients, la conscience n'en a pas conscience. Elle ne peut donc pas encore agir dessus. Et voici tout de suite ce qui risque de vous faire plaisir. Ce soir, avant de vous coucher, ou maintenant si vous êtes seul, vous allez dire à voix haute à votre JI 2 petites phrases tout simples en direction de l'enfant que vous étiez et dont vous vous souvenez qu'il valait moins qu'il n'aurait voulu valoir. Remplacez JI par votre prénom et dites à voix haute la première phrase « JI, je n'ai pas honte de toi parce que je sais que tu vaux ». Puis la deuxième « JI, je t'aime ». Sitôt dites à voix haute, vous sentirez votre cœur se remplir de toute la puissance de vos juments. C'est la bonne nouvelle. Sachez aussi que la très légère joie que vous avez ressentie lorsque vous avez entendu ces 2 phrases n'a rien à voir avec celle que vous aurez lorsque vous les direz à voix haute. Parce que comprendre intellectuellement ne parle qu'à la cavalière C, c'est une petite cuillerée de caviar. Mais les dire à voix haute, c'est une bonne ration de la bonne avoine pour les juments, parce qu'elles parlent à JI. Parce que ces paroles sorties de votre bouche rentrent ensuite en vous par vos oreilles et les débouchent alors. Il est donc plus important de se dire les 2 phrases de la bonne avoine pour les juments que de comprendre le pourquoi du comment de cette situation inconsciente, la cuillerée de caviar pour la cavalière ou le cocher. Ceci est la bonne nouvelle et on peut en rester là. Si maintenant, poussé par la puissance de vos juments, vous voulez comprendre le pourquoi du comment de cette mécanique inconsciente, il convient d'en savoir un peu plus sur les juments. Qui sont JI et JB ? Pour comprendre la façon dont réfléchissent les 2 juments, il faut s'appuyer sur l'analogie entre d'une part le corps que l'on connaît car il est visible, il est matière, et d'autre part l'âme qui est invisible, elle est esprit, puisqu'ils sont tous 2 une seule et même chose, l'être humain, mais vu sous 2 points de vue différents. Dans notre corps, le cœur fonctionne sans que l'on ait conscience qu'il bat. Et tout ce qui en chacun fonctionne de façon totalement inconsciente est fait par JB, la jument bête. Le cœur qui bat, le tube digestif qui digère, les reins qui filtrent le sang, etc. Et c'est la cavalière, la conscience n'y a jamais accès. On ne peut pas décider d'arrêter son cœur de battre. Il est aussi évident que JB, la jument bête, est active en permanence, du premier au dernier jour de notre existence. Sans elle, toute vie serait impossible. À côté de JB, il y a JI, la jument intelligente. JI fait les choses tout aussi inconsciemment, mais contrairement à JB, la conscience peut toujours y accéder. Ainsi, quand on marche, on met un pas devant l'autre sans réfléchir, sans avoir conscience que l'on marche, alors que c'est en train de penser à toute autre chose, ses projets, ses espoirs, ses soucis, etc. De même, lorsque l'on mange, on ne s'occupe pas de savoir qu'il faut prendre sa cuillère, la tremper dans la soupe, la porter à la bouche, ouvrir la bouche, etc. Tout ceci est inconscient, mais il est possible à tout moment de s'arrêter de marcher, de poser sa cuillère. Ainsi, pour la vie de notre corps, JI et JB fonctionnent bien plus que C, ce qui est normal, puisque dans un attelage, la puissance est apportée par les juments et non la cavalière. Il en est de même de l'âme. Pour l'âme, JB ne s'occupe que des 3 pulsions indispensables à la vie. Se nourrir, c'est la pulsion de conservation. Se reproduire, c'est la pulsion de propagation. Enfin, dominer, c'est la pulsion de domination, le struggle for life des anglo-saxons. JB a été constitué pour fonctionner ainsi, comme le cœur, les intestins, les reins, etc. C'est simple, c'est puissant, elle ne fait que ça. Le fonctionnement de JI est bien plus complexe. Tout d'abord, elle est le siège des sentiments, des émotions, des passions. Mais surtout,
Elle se comporte comme une véritable double conscience. La double conscience de Freud. Afin de comprendre la raison pour laquelle J.I. est notre deuxième conscience, il faut se remémorer notre toute première enfance, depuis le jour de notre naissance où l'on ne sait absolument rien faire. On ne sait pas marcher, on ne sait pas parler, on ne sait pas se tenir à table. Tout ce que l'on voudrait faire, on le fait mal. Et c'est le rôle de l'éducation que de s'occuper à nous apprendre à bien faire tout ceci. Avec le temps, nous avons tellement bien appris nos leçons que nous nous comportons alors comme une véritable conscience, deuxième conscience, où l'on parle comme on nous l'a appris, où l'on pense comme on nous l'a appris, sans trop avoir à y réfléchir, comme la marche qui se fait automatiquement. Ainsi, tout se passe comme si C, la conscience, était à cheval sur J.I., alors qu'elle s'imaginait marcher toute seule comme une grande. Mais en fait, lorsque C parle, elle ne fait que dire le chemin que parcourt J.I., puisque comme chacun sait, les juments ne parlent pas. En fait, elle fait ce chemin, mais à cheval sur J.I. Mais C ne se pose même pas ce genre de questions, puisque c'est inconscient. Cette confusion nous permet de comprendre maintenant la raison pour laquelle J.I. peut être d'une dureté inexorable envers J.B. D'un côté, il y a J.I., la bonne élève, qui a bien appris à ses leçons, et c'est l'avantage de bien faire les choses, donc d'avoir été bien dressé, bien élevé, pour se conformer à la réalité du monde extérieur, ce qui est une bonne chose. De l'autre, il y a J.B. qui n'a rien à faire de cette éducation et ne pense qu'à une chose, satisfaire ses trois pulsions vitales, ce qui est bien aussi, puisqu'il est impossible de vivre sans elles. Alors, J.I., qui ne sait rien des motivations pulsionnelles de J.B., s'imagine que J.B. ne veut pas la suivre dans sa volonté de bien faire les choses, à ses yeux. Alors, puisqu'elle ne veut pas lui obéir, elle fait comme ses parents l'ont éduquée pour lui apprendre à bien faire, élever, forcer, réprimer. Mais comme elle n'y arrive toujours pas, elle finit par aller au-delà de ce qu'on lui a appris, jusqu'à être d'une dureté inexorable envers J.B. Mais cette attitude est obligatoirement vouée à l'échec puisque les objectifs de J et de J.B. sont par nature différents. Pire, cette dureté inexorable finit par porter préjudice au bon fonctionnement de J.B. et in fine, ni J.I. ni J.B. ne font comme elles devraient faire. Alors, de guerre lasse, J.I. finit par abandonner et se réfugie derrière un personnage plus ou moins opaque, plus ou moins déformant, plus ou moins réfléchissant tel le miroir narcissique du poète Aragon. Je suis ce malheureux comparable aux miroirs qui peuvent réfléchir et ne peuvent pas voir, comme eux mon œil est vide et comme eux habité de l'absence de toi qui fait sa cécité. Comment remettre de l'ordre dans le fonctionnement des juments? Prendre le contrôle de J.B. Puisque J.I. ne peut prendre le contrôle de J.B., c'est assez de le faire. Comment? En descendant de son J.I. afin de pouvoir mettre alors la bride sur le cou de J.B. Ainsi, elle ne pourra plus s'échapper lorsque J.I. n'arrivera plus à la contrôler. En disant les deux phrases « C descend de J.I. », elle touche terre. Elle est alors en mesure de pouvoir mettre la bride sur le cou de J.B. et contenir ses pulsions. Si malgré tout cet être humain continue à ne pas vouloir entendre, alors il lui arrivera un événement douloureux de la vie qui le désarçonnera de sa hautaine suffisance lorsqu'il était sur le dos de J.I. et s'imaginer être au-dessus de tous les autres. Alors, une fois revenu sur terre, plus ou moins durement, il s'occupera à prendre le contrôle de J.B. en lui mettant cette fois-ci le mors aux dents, ce qui l'obligera à ne pas faire ce que C lui commande de ne pas faire et à aller là où C lui demande d'aller. Alors seulement il remontera sur son J.I. tout en tenant la bride sur le cou de J.B. afin qu'elle ne puisse plus tenir compte de J.I. qui, elle, fait toujours ce que C lui demande et très souvent sans que C n'ait besoin de le lui dire puisqu'elle est la double conscience. Cet être humain deviendra alors vertueux. En effet, selon Spinoza, ce n'est point parce que nous contenons nos mauvaises passions que nous possédons la vertu, c'est parce que nous la possédons que nous sommes capables de contenir nos mauvaises passions. En conclusion, parce que J.I. a compris que J.B. ne mérite pas d'être ainsi maltraité, parce que son rôle est vital au sens propre du terme, parce que J.B. fait ce que lui commande C, il est désormais possible de mettre fin au conflit inconscient entre J.I. et J.B. Et C a parfaitement raison de dire à voix haute à J.I. « J.I., je n'ai pas honte de toi parce que je sais que tu vaux. J.I., je t'aime. » Point final.